bienvenue pour ce nouveau webinaire, parce qu'on en a organisé déjà deux cette année sur le sujet de... Alors, excusez-moi, je vais juste faire un petit réglage rapidement parce que je vois que tout ce que je dis est transcrit dans le chat. Voilà, c'est bon. C'est reparti. On vous remercie de votre présence pour ce nouveau webinaire sur le sujet de l'écomobilité et de l'insertion professionnelle. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à ce sujet sous l'angle des quartiers prioritaires, quartiers politiques de la ville. Donc on l'a déjà abordé sous d'autres angles sur d'autres webinaires. Avant de passer à la présentation de ce sujet, je vais partager mon écran juste pour vous resituer qui organise ce webinaire et dans quel cadre il s'inscrit. Donc, je vais partager dès maintenant. Est-ce que vous pouvez me préciser si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Oui, par contre, Oui. il est encore en mode plan. Il n'est pas en mode affichage grand écran. Et là, ça doit Et être là, bon. c'est parfait. Voilà. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Je ne me suis pas présenté en début de webinaire, mais donc je suis Judicaël Potonec, je suis chargé de coordonner le CREM. Donc, le CREM, c'est un centre ressources sur le sujet de l'écomobilité, qui est sur une échelle régionale et qui est co-animé par deux associations. Donc, l'association Droit au vélo, l'ADAV, dont je fais partie, et l'association En Savoir Plus, qui est basée à Amiens. Voilà, on se partage l'animation du CREM sur la région. C'est un dispositif qui est soutenu principalement par le Conseil régional Hauts-de-France et l'ADEME. Alors, le but du CREM, hein, c'est de pouvoir. Alors, je vais juste demander pour les personnes qui n'interviennent pas si c'est possible de couper les micros, s'il vous plaît. L'action du CREM, c'est à la fois de pouvoir aider à la prise en compte du sujet de l'écomobilité dans les politiques publiques. Quand je parle d'écomobilité, parce que c'est un sujet qui reviendra beaucoup lors du webinaire, on parle de toutes les alternatives à la voiture individuelle et pourquoi pas étendre à toutes les alternatives à la voiture individuelle thermique, parce qu'il peut y avoir aussi le sujet du véhicule électrique qui arrive dans ce cadre-là. Notre but, c'est de faire connaître un peu les dispositifs de financement qui existent pour les collectivités, de faire connaître les bonnes pratiques qu'on a pu repérer dans la région et ailleurs, de mettre au maximum en réseau les acteurs de la mobilité, par exemple en organisant des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et après, on a aussi toute une spécialité qui n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais cela dit, quand on parle de déplacement, c'est finalement un des déplacements importants pour beaucoup de monde au quotidien, c'est celui des déplacements scolaires. Donc la façon dont on dépose les enfants à l'école, ça va souvent influer la façon dont on poursuit notre déplacement, notamment vers le travail ensuite. Donc c'est le deuxième volet porté par le CREM, c'est de pouvoir encourager l'écomobilité scolaire. Donc en accompagnant la mise en place de plans de déplacement scolaire, notamment dans les collèges et lycées de la région, et en organisant chaque année des challenges de l'écomobilité à la fois vers les écoles, les collèges et les lycées. Et d'une manière plus générale, on est souvent sollicité sur la mise en place de rues scolaires, de rues aux enfants et d'actions de conduite partagée de type pédibus ou vélobus. Alors, je vous ai présenté le CREM, mais en fait, le CREM n'est pas seul à organiser ce cycle de webinaires, puisqu'on est quatre structures à y travailler. En fait, on a un groupe avec le CREM, le Conseil régional des Hauts-de-France via la mission REF 3, le réseau Alliance qui porte le dispositif Déclic Mobilité, donc qui s'adresse davantage à la mobilité vers les employeurs et le C2RP que j'exclus parce qu'ils ne peuvent malheureusement pas être présents ce matin, qui travaille davantage vers les organismes de formation. Donc voilà, c'était important d'avoir ce groupe parce qu'on touche chacun des publics différents, mais à travers le sujet écomobilité et insertion professionnelle, finalement, ça fait se croiser nos domaines de compétences et d'expertise. Ce cycle de webinaires qu'on a souhaité faire porter sur le sujet de l'accès à l'emploi et de la formation, donc l'insertion professionnelle,
C'est à la fois avec l'objectif de pouvoir répondre aux besoins de mobilité au quotidien des habitants de la région, donc notamment dans le cadre de l'accès à l'emploi ou à la formation. Et évidemment, ça peut toucher à l'ensemble de leurs autres déplacements du quotidien. Ça a la volonté aussi de pouvoir répondre aux gros enjeux qu'on a de pouvoir aller vers des modes de déplacement décarbonés. Clairement, d'éviter au maximum la voiture thermique sur les déplacements quand c'est possible, enfin en tout cas la voiture thermique individuelle. Et donc de pouvoir explorer toutes les initiatives qui peuvent aider justement à passer le pas du changement de comportement, changement d'habitude en matière de mobilité. Donc voilà, ce sont des grands objectifs qui sont aussi ceux qui sont inscrits dans la mission REF 3 portée par le Conseil régional. Donc aujourd'hui, on va traiter plus particulièrement donc, du sujet de l'écomobilité et de l'insertion professionnelle dans les quartiers prioritaires, parce que c'est un sujet qui revient très souvent. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on travaille justement aussi avec un autre groupe sur ce sujet spécifique de la mobilité dans les quartiers politiques de la ville. Alors le sujet ce matin, ça va être de comprendre justement euh, pourquoi on sent qu'il y a une différence dans la façon de se déplacer pour les habitants de quartiers prioritaires? Est-ce qu'il s'agit d'un problème d'offre de mobilité? Est-ce qu'il s'agit de problèmes d'aménagement? Est-ce qu'il s'agit de problèmes de connaissance d'offres de mobilité qui existent? De problèmes peut-être de connexion avec les autres quartiers? Est-ce qu'il y a des services, des actions qui peuvent être mises en place pour favoriser le passage vers l'écomobilité pour les habitants de quartiers prioritaires? Et puis finalement, la question qui se posera au sein de nos échanges, c'est est-ce qu'il y a une réelle spécificité de mobilité pour les habitants de quartiers politiques de la ville? Est-ce que c'est vraiment sous cet angle qu'il faut prendre les choses? Alors, pour pouvoir aborder le sujet, on a souhaité pouvoir faire intervenir des personnes qui sont toutes d'horizons différents. Et c'était intéressant de pouvoir croiser les regards, puisque vous voyez que dans nos intervenants, on a à la fois Nicolas Juste qui est chargé d'études au CEREMA, Héloïse Gerbert qui va parler du point de vue comment dire, des transporteurs, puisqu'elle représente Keolis et le réseau Ilevia sur l'île métropole. On aura Aurélie Botquin qui, en tant qu'experte chez Partenaire Habitat, pourra parler du point de vue des bailleurs sociaux. Et on aura une intervention en binôme de François Decherf et Isabelle Campeners-Schmizek. Je suis désolé si j'ai écorché votre nom, Isabelle. Euh, euh, qui représenteront à la fois le regard des usagers du vélo, mais également celui des acteurs de l'insertion professionnelle via les agences France Travail. Donc, entre chacune des interventions, on pourra prendre une ou deux questions. Et néanmoins, n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route dans le chat, ou voire à apporter des commentaires, à enrichir avec vos propres retours d'expérience, à partager des liens, hein. L'idée, c'est de pouvoir partager les informations sur le sujet. Alors, je précise tout de suite que le webinaire est enregistré, que vous recevrez donc le replay et que vous recevrez l'ensemble des supports qui seront utilisés par nos intervenants. Donc, premier intervenant, je vais laisser la parole à Nicolas Juste pour le CEREMA, qui va nous parler du sujet de la mobilité sous un angle qui est justement celui de la voiture. Est-ce que la voiture, c'est un mode de déplacement qui est sauveur ou coupable quand on aborde le sujet de la mobilité dans les QPV? Donc, je vais arrêter le partage de mon écran, Nicolas, et je te laisse partager le tien pour passer ton diaporama. On voit bien ton écran, par contre ton micro est coupé, Nicolas.
Effectivement, ça marche mieux avec le micro pas coupé. Donc là, c'est bon, vous voyez l'écran. Oui, Ok. Bonjour à tous. Nicolas Juste, CEREMA Hauts-de-France, chargé du sujet de recherche. Et effectivement, pour cette première intervention, j'ai choisi un peu de prendre le contre-pied de la thématique, puisque je vais vous parler de la voiture. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, quand on parle d'écomobilité, qui est un terme assez large en vérité, on parle d'alternative à la voiture, je dis qu'elle l'a dit, et donc en creux, on parle de la voiture. Et donc en vous parlant de la voiture, je vais vous parler en creux d'écomobilité. Et vous allez voir que ça va nous amener de manière un peu détournée à conclure qu'il est nécessaire de les développer. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'usage de la voiture en QPV, c'est avant tout un usage qui est contraint. De nombreux travaux, certains anciens qui portaient sur le périmètre des US et d'autres plus récents sur le périmètre des QPV, dont un qui date de 2019 d'où viennent ces graphiques, tentent à montrer que les habitants de ces quartiers sont moins mobiles. Mais en vérité, ça dépend de la façon dont on mesure cette mobilité. Le nombre de déplacements moyens sur une journée n'y est que légèrement plus faible. On est en moyenne sur moins 0,2 déplacements par jour. Et si on regarde le temps passé au cours d'une journée à se déplacer, on n'observe aucune différence significative entre les quartiers. Donc ça nuance déjà un peu ce constat d'une moindre mobilité des habitants des quartiers. Là où la principale différence s'observe, c'est au niveau des distances parcourues, qui sont bien plus faibles dans les QPV que dans les autres quartiers. Ça va jusqu'à un tiers de kilomètre en moins dans les plus petites agglomérations, donc c'est vraiment significatif. Mais ce qui fait que plutôt que de dire que les habitants des quartiers de la politique de la ville sont moins mobiles, c'est plus exact de dire qu'ils se déplacent moins vite. Et ces différences s'expliquent par un usage différent des modes de transport et en particulier par un usage moins répandu de la voiture. Sur le graphique de droite, ce que vous voyez, c'est le taux de possession du permis et on voit qu'il est beaucoup plus faible. On a jusqu'à moins 25 points de pourcentage en moins de possession du permis parmi les individus qui résident en QPV par rapport aux autres quartiers. Et alors là, j'ai pas mis le graphique, mais vous avez une croix sur parole. On a beaucoup de ménages aussi qui ne possèdent pas du tout de voiture. On a de moins 12 points à Paris et ça va jusqu'à moins 20 points dans certaines agglomérations de ménages en plus qui ne possèdent pas de voiture. Et tout simplement parce que l'entretien et l'utilisation d'une voiture, ça suppose des coûts financiers qui sont parfois difficilement soutenables pour certains ménages qui résident dans ces quartiers. Alors pour beaucoup de motifs, la marche et les transports en commun se substituent en partie à la voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier mode de déplacement dans les QPV, dans beaucoup d'agglomérations, c'est la marche, c'est pas la voiture, alors que dans les autres quartiers, c'est la voiture. Bon, alors, sauf à Paris, mais Paris, c'est Paris. Voilà. En revanche, quand on regarde seulement les déplacements qui sont liés au travail, alors quand je dis travail, c'est à la fois travail, formation, travail au sens large, quoi. Et ben, c'est nettement moins vrai. La voiture reste la norme pour ce type de déplacement, même au sein des quartiers de la politique de la ville. Or, on l'a dit, comme l'accès à la voiture y est restreint, bah, mécaniquement, le nombre de déplacements liés au travail y est plus faible, et c'est ça qui explique pour bonne part les différences qu'on constate entre quartiers prioritaires d'une part et autres quartiers. Encore une fois, la seule exception, c'est l'unité urbaine de Paris, parce que le premier mode de déplacement pour le travail à Paris, c'est les transports en commun, et on observe très très peu de différence en nombre de déplacements pour le travail entre quartiers prioritaires et non prioritaires. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est comment on peut expliquer cette prédominance de la voiture pour les déplacements liés au travail. Je vais rien apprendre à personne, les habitants de ces quartiers sont en moyenne moins qualifiés qu'ailleurs. On a une surreprésentation d'ouvriers et d'employés et une sous-représentation de cadres. Or, il se trouve que dans les grandes agglomérations en France, mais c'est vrai aussi partout en Europe en fait, au cours des dernières décennies, l'emploi a eu tendance à se disperser en périphérie, toujours plus. Et souvent même hors du périmètre, enfin parfois hors du périmètre des transports urbains. Et c'est particulièrement vrai pour les emplois ouvriers et employés, contrairement à celui des cadres qui a tendance à rester concentré au niveau de la ville-centre. Et voilà, c'est ce que montrent de façon plus ou moins claire les deux figures que vous avez devant vous. En gros, si vous êtes cadre, tout va bien. Votre employé au centre, bien desservi par les TC, et en plus, c'est aussi là que vous habitez, donc c'est parfait. En revanche, si vous êtes ouvrier, c'est nettement plus compliqué.
Et cette dispersion des emplois peu qualifiés les rend difficilement accessibles autrement qu'en voiture, alors même qu'on l'a dit, encore une fois, ce mode de déplacement est moins répandu chez les ménages les plus précaires, en raison de son coût principalement. Alors, dans la littérature anglo-saxonne, il y a un mot pour désigner cette difficulté à connecter lieu de vie, lieu d'emploi des moins qualifiés. C'est le spatial mismatch, une adéquation spatiale, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a un autre concept que je trouve plus intéressant, que proposent d'autres auteurs, qui est celui du modal mismatch. Donc là, c'est une inadéquation de mode. Ce que disent ces auteurs, c'est qu'ils remarquent qu'en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'accessibilité à l'emploi depuis ces quartiers est extrêmement bonne, mais en voiture, et elle est extrêmement mauvaise en transport en commun. Donc plus que la distance, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire d'un côté le faible accès à la voiture, conjugué à l'implantation des emplois peu qualifiés dans des secteurs mal desservis par les transports en commun, qui est à l'origine de ces difficultés. Donc le problème, il semble inextricable, de manière un peu caricaturale. Les habitants de ces quartiers se trouvent incapables d'accéder aux emplois qui pourraient les intéresser, parce qu'ils n'ont pas de voiture, et qu'ils ne peuvent pas y accéder autrement, et incapables de financer l'achat et l'usage d'une voiture, faute d'en avoir les moyens. Donc pour les partisans de ce concept, les transports collectifs sont inefficaces pour améliorer l'employabilité des précaires et ils défendent alors plutôt des solutions visant à faciliter l'usage de la voiture. Alors, c'est des préconisations qui vont clairement à contre-courant des impératifs de réduction de nuisance de la voiture qu'on connaît tous, mais ça soulève quand même une interrogation légitime. Après tout, est-ce qu'il faut faire peser cette contrainte de la réduction de l'usage de la voiture sur ceux qui éprouvent déjà par ailleurs le plus de difficultés? Et on trouve tout un tas d'actions mises en place, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, qui vont dans ce sens. Si on remonte à 2019, après l'enterrement du plan Borloo, l'État français préconisait de mettre en place une aide au passage du permis pour les résidents des quartiers prioritaires. En 2023, on a eu l'abaissement de l'âge de l'obtention du permis de conduire pour faciliter la recherche d'emploi des jeunes peu qualifiés. Et à l'échelle locale, on a tout un ensemble d'initiatives qui visent à faciliter l'accès à la voiture ou à en réduire le coût, type garage solidaire, prêt de véhicule, aide au passage du permis, tout ce genre de dispositifs. Alors le problème avec ça, c'est qu'il y a un biais dans ce raisonnement, et ce biais, c'est que quand on dit ça, on suppose que la ville est figée, et qu'on peut modifier l'offre de transport sans la faire évoluer. Or, il y a une citation que j'aime bien, donc je vous l'ai mise en gros, qui vient de Crozet-Joly, qui est, je vous l'ai dit, si la ville pédestre devait être ramassée sur elle-même pour que chaque point soit accessible à pied, la ville automobile étend le tissu urbain jusqu'à le mettre en pièces. Beaucoup d'auteurs montrent qu'en réalité, la démocratisation de l'automobile qu'on a observée ces dernières décennies n'a absolument pas amélioré l'accessibilité aux lieux d'activité, mais c'est au contraire ça qui est responsable de la dispersion des emplois dont je viens de vous parler. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème, parce que si l'organisation de nos villes résulte de cette démocratisation de la voiture, favoriser la voiture, ça contribue pas à améliorer l'employabilité des personnes, mais ça entretient la source même des inégalités contre laquelle on essaie de lutter, contre lesquelles on essaie de lutter. Parce que ça condamne les gens à maintenir un accès à la voiture, dont les coûts, on l'a dit encore une fois, sont pour beaucoup difficilement soutenables, et surtout parce que ça dédouane de la nécessité d'interroger l'organisation de nos villes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est face à un problème d'horizon temporel. À court terme, et malheureusement sans doute pour encore longtemps, la meilleure solution, la solution la plus facile, rapide et efficace de permettre aux habitants des quartiers enfin de répondre à leurs besoins de mobilité, c'est de les aider à accéder à la voiture à un prix raisonnable. Voilà. Toute contrainte supplémentaire qu'on pourrait poser à l'usage de ce mode se traduira de façon assez certaine par une dégradation de leur situation. Et donc, à court terme, l'enjeu va plutôt se situer au niveau de la réduction des impacts et du coût de ce mode. Il y a des dispositifs de voitures partagées, des véhicules plus légers, des motorisations alternatives, ce genre de choses. Mais encore une fois, à long terme, c'est une stratégie qui est une impasse, parce qu'elle vise à traiter les symptômes et non les causes des inégalités face à la mobilité. Et donc, si on veut traiter les causes et non les symptômes, deux pistes plus prometteuses sont d'une part soit de rapprocher les lieux de vie et d'emploi des plus précaires. C'était tout le principe des zones franches urbaines, et puis on peut aussi parler des programmes aux États-Unis, Moving to Opportunity, qui avait aussi le même but, mais avec, en tout cas dans la littérature et les évaluations qui ont été faites de ces dispositifs, voilà, des résultats assez contestés, mais en tout cas le principe était là.
Et l'autre piste, c'est de développer massivement des alternatives à la voiture qui ne se limitent pas, et c'est important, à la desserte des centres-villes à cause de cette dispersion des emplois dont je parlais. Et c'est, je pense, d'ailleurs, ce type de solutions d'écomobilité qui vont vous être présentées par les prochains intervenants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation mais qui nous montre bien un peu toute la complexité du sujet de la mobilité en QPV, la façon dont on l'aborde, parce que ce que je retiens, c'est que bah, la voiture reste un véhicule dont il est très difficile de se passer pour beaucoup de monde en quartier prioritaire, notamment pour pouvoir se rendre sur les zones d'emploi, et que la solution, fallait. Pour réussir à basculer vers un changement de comportement, la contrainte ne peut pas être posée uniquement vers les habitants, mais c'est aussi la façon dont la ville se construit, s'aménage, et où sont situées les zones d'emploi qui font que c'est, dans beaucoup de cas, compliqué de pouvoir basculer vers d'autres modes de déplacement. Voilà, si j'ai bien Ouais, tout compris à fait. bien compris le propos. Ce qui est important à Mm. avoir en tête, c'est que on est vraiment sur un usage de la voiture qui est déjà réduite à la portion congrue, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Quand il y a un choix alternatif, et ces choix alternatifs moins coûteux prennent le pas tout seul, en fait. Et donc le besoin réel, c'est un besoin d'alternative. Est-ce qu'on a enfin, est-ce qu'il y a des questions, des personnes qui souhaitent réagir? Vous pouvez directement poser la question, hein, sans passer par le chat si vous le souhaitez. Je vois qu'Héloïse lève la main. Je vais Vas-y, réagir Héloïse. rapidement parce que je ne suis pas experte sur tout ce qui est offre de mobilité en matière de transport en commun, mais un des sujets qu'on a, nous, sur ces dessertes de zones d'activité périphériques, c'est qu'on est mono-fonctionnel, c'est-à-dire qu'un un réseau de transport en commun, on essaye de faire en sorte qu'il desserve un maximum de personnes, et donc on dessert en priorité des zones d'emploi, mais aussi des zones où il y a des établissements scolaires, des zones où il y a des commerces, des zones, voilà. Et quand on parle de ces zones là, on est sur des trajets aller-retour à la journée qui correspondent pas à ce qu'on développe dans le cadre d'un réseau de transport en commun. Investir une ligne de métro, pour caricaturer, mais c'est pareil pour une ligne de bus. En fait, l'investissement, il est important en termes sur un aller-retour jour, en fait. Alors que nous, pour développer le réseau de transport en commun, c'est plus, c'est plus, on recherche plus les multifonctions. C'est pareil, enfin voilà, j'ai parlé du métro, mais c'est pareil pour une station Vélib. C'est-à-dire que un vélo en Vélib bien utilisé, il est utilisé 8 fois par jour. Si on le met à côté d'une station de métro pour desservir après une zone d'activité ou une entreprise, on aura beaucoup de monde le matin à 8 h et puis on nous ramènera le vélo le soir. Voilà. Et ça, c'est pas fait par un réseau de transport en commun, c'est fait par d'autres types de dessertes qui doivent prendre le relais. C'est un garage, enfin il y a des solutions, hein. C'est une flotte d'entreprise avec un garage à vélo à côté de la station de métro et un garage à vélo dans l'entreprise. C'est ça les sujets. Voilà. Le point de vue du transporteur. Oui, justement, tu faisais une transition avec la suite et ton intervention. Néanmoins, on va prendre une autre remarque ou question entre deux d'Aurélie Botquin qui a levé la main. Oui, merci. Ben, du coup, j'apporte moi le point de vue bailleur pour compléter, enfin, et rejoindre un petit peu ce qui vient d'être présenté par Nicolas. Je vous rejoins complètement sur le constat que l'on fait de la difficulté de notre public, de nos clients locataires, de plus en plus à pouvoir supporter la charge d'un véhicule particulier, l'achat ou la location et tous les coûts afférents, les coûts de stationnement, les coûts d'assurance, d'entretien, de réparation, etc. Et donc, je pense que le souci va s'accentuer puisque les véhicules sont de plus en plus chers également. Euh, et effectivement, ça leur coupe une partie des possibilités de mobilité.
Merci pour cette remarque, Aurélie. Et c'est vrai, quand on parle écomobilité, on a les enjeux écologiques qui apparaissent très rapidement, mais on touche effectivement aussi à beaucoup d'autres sujets, dont la question économique aussi pour les usagers et les habitants. Voilà. Je ne sais pas, Nicolas, si tu souhaites réagir à ces deux commentaires qu'il y a eu avant qu'on passe à la suite, parce que ce Non, n'étaient je pas des partage ce questions qui à a été proprement dit. parler, hein. Je partage ce qui a été dit et en plus, c'est vrai que dans ma présentation, j'ai mis en opposition un peu voiture et transport en commun, mais effectivement, c'est important de rappeler que c'est pas que transport en commun, les alternatives, parce qu'il y a effectivement d'autres modes intéressants et notamment, moi, je regarde d'un œil assez curieux comment la trottinette électrique va prendre une place dans la mobilité des personnes de ces quartiers, puisqu'il y a d'autres types de modes qui commencent à apparaître qui pourraient répondre justement à ce besoin de mobilité vers des lieux qui sont dispersés spatialement et pour lesquels les transports en commun sont très difficiles à mettre en place. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Donc, s'il y a des questions, des remarques qui arrivent en cours de route pour Nicolas, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour qu'on puisse répercuter vos questions par la suite ou essayer d'y répondre directement. Donc, on va poursuivre. Alors, Héloïse avait commencé la transition avec la vision du transporteur, donc avec Héloïse Gerbert qui représente le réseau Ilevia, qui est le réseau de transport en commun de la métropole lilloise. Voilà. Donc, je te laisse la main, Partager Héloïse, mon pour écran. partager ton écran. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Alors, donc, je suis Héloïse Gerbert, je travaille donc pour le réseau Ilevia sur tout ce qui est conseil en mobilité inclusive et management de la mobilité. Donc en gros, je suis là pour travailler à la fois sur les accompagnements pédagogiques à l'usage des transports en commun. On se rend compte que c'est important. Il y a deux sujets sur la mobilité inclusive. C'est à la fois que les gens puissent avoir connaissance de l'offre et de la gamme tarifaire et quels sont les droits auxquels qu'ils ont, mais aussi toute une série de mesures pédagogiques qui doivent être mises en place parce que prendre les transports en commun, ça s'apprend. C'est pas inné. On apprend à conduire, mais on apprend aussi à prendre les transports en commun. Et notre sujet, c'est de faire en sorte que tous les métropolitains se posent la question pour aller d'un point A à un point B sur la métropole, de se dire, pour aller là, est-ce que je peux faire autrement qu'en voiture individuelle? Alors on sait que le territoire de la métropole est très divers, il y a des zones qui sont plus rurales, carrément rurales, d'autres zones qui sont très denses et très bien desservies. Et le sujet, c'est pas de dire on arrête la voiture parce qu'on sait que c'est pas la solution pour tout le monde, mais c'est au moins qu'on se pose la question de se dire est-ce que je peux faire autrement. Quand on parle de ça, là on est sur des travailleurs, mais il y a par exemple la question de l'accès aux soins. On a des hôpitaux sur la métropole qui sont plutôt très bien desservis par les transports en commun et qui sont dotés d'immenses parkings. Et c'est pas forcément la solution la plus adaptée au public qui y vont. Alors, pour comprendre les freins à la mobilité en transport en commun, à chaque fois je vais parler de ce... il y a plusieurs questions. Donc, il y a la question de la desserte des QPV par le réseau de transport en commun. Alors, bien sûr, dans le trajet domicile-travail, il y a d'abord domicile. Nicolas a parlé de la question du travail et de la desserte des zones d'activité, on vient d'en parler, moi j'y reviendrai pas. Mais alors c'est pas très. J'ai pas réussi à avoir une carte plus lisible, mais on voit un peu le Y du tramway. Et donc il faut imaginer à peu près où sont les dessertes. Et on se rend compte que les quartiers prioritaires de la ville sont vraiment pleinement inclus dans l'offre de transport en commun. Et on a sur la métropole, et c'est peut-être pour certains une spécificité, on est plutôt très bien desservi dans les quartiers QPV par les transports en commun avec des spécificités. Par exemple, à Tourcoing, on a un métro qui sort en plein milieu des quartiers. Vous avez la station Bourgogne, la station Falampin, qui sont vraiment des stations qui sont au milieu de la place du quartier. À Roubaix, c'est un petit peu moins vrai. Les stations de métro, elles sont un peu plus en périphérie et c'est une offre bus qui vient faire du rabattement, mais une offre bus qui est très efficace. Aux Trois Ponts, vous avez un bus qui va vers Eurotéléport toutes les 2 minutes environ dans la journée, quoi.
Après, il y a l'autre question, c'est à la fois l'offre et c'est aussi comment les gens accèdent aux droits et à la tarification. On a sur la métropole lilloise une tarification solidaire qui a été mise en place. Cette tarification solidaire, quand on regarde les fiches que je vous montre là, on se rend compte qu'elle n'est pas forcément mobilisée par les habitants des quartiers prioritaires qui, a priori, y habitent plus facilement. Donc, on sent que la tarification solidaire, elle est mobilisée par vraiment tous les habitants qui habitent sur tous les quartiers et pas plus spécifiquement dans les quartiers politiques de la ville. Donc, on a un vrai sujet aussi sur le aller vers. Voilà. Et faire connaître cette tarification. Alors, toujours sur l'accès aux droits, on se rend compte que c'est parce qu'il y a une offre qui est efficace et adaptée ou à proximité que du coup les gens vont aller mobiliser cette gamme tarifaire. Puisque là, vous avez le taux de pénétration des plus de 18 ans, on se rend compte que c'est vraiment essentiellement sur l'île et les villes périphériques. Quand on regarde les abonnements à coefficient, on se rend compte que là, on suit vraiment les lignes de métro avec, on y rajoute Villeneuve-d'Ascq et Roubaix par rapport à cet accès à la gamme tarifaire. Voilà, donc les taux de pénétration sont plus importants dans les communes qui sont desservies par le métro et les modes lourds. Alors, pour réfléchir à ça, c'est quels sont les freins de la mobilité. Il y a peut-être des choses à réfléchir autour quels sont les autres freins à l'usage des transports en commun pour les publics en QPV. Et là, on se rend compte qu'on a bien sûr le fait qu'un habitant sur 5 réside en quartier prioritaire, qu'en moyenne, un trajet sur la métropole, en France, un trajet domicile-travail, c'est 15 km. Au niveau de la MEL, on est sur 11 km. Et donc, il y a quand même la question de la mobilité qui se pose parce que 11 km, on est sur des choses qui peuvent être faites par des modes de transport alternatifs à la voiture. Il y a ceux qui travaillent loin et dont vient de parler Nicolas, mais il y a les autres. Et là, on se rend compte qu'accéder à la gamme tarifaire et développer des actions pédagogiques pour permettre d'utiliser d'autres modes et les panacher, c'est-à-dire être quelqu'un qui est multimodal, c'est-à-dire qu'on est capable d'utiliser le vélo en relais des transports en commun, ou voilà, c'est important pour accéder à l'emploi, mais aussi pour accéder à une stabilité professionnelle et pour pouvoir se maintenir à l'emploi. Donc c'est vraiment un levier clé dans l'insertion professionnelle. Il y a le sujet des horaires atypiques, bien sûr, qui est à prendre en compte. Encore une fois, c'est un peu comme l'histoire des éloignements des bassins d'emploi. Il faut qu'on ait suffisamment de monde pour desservir. Donc là, on va un petit peu évoluer. On va faire évoluer notre offre dans le cadre du lancement du nouveau réseau. On va rouler plus tôt le matin pour essayer de répondre aux besoins, notamment des personnels soignants. Voilà. Mais effectivement, ces horaires atypiques, on ne pourra pas couvrir toute la nuit, tout le temps. Voilà. Et l'autre spécificité, c'est peut-être aussi autour de la mobilité des femmes. Alors ceux qui me connaissent savent que c'est un peu mon sujet. Donc la mobilité est un sujet genré. Une femme sur 4 seulement est à l'emploi dans les quartiers prioritaires, alors que c'est 1 sur 2 sur l'ensemble de la MEL. On a dans les QPV les familles monoparentales qui sont surreprésentées par rapport aux autres quartiers. Et on a, du coup, là, on passe à 85% de femmes seules. Du coup, il y a peut-être quelque chose aussi à aller chercher sur le fait qu'une femme... Alors bien sûr, il y a de plus en plus d'hommes, je nuance, hein, il y a de plus en plus d'hommes qui font des choses différentes, mais nous, transporteurs, on sait faire des trajets domicile-travail. Et d'ailleurs, on ne parle même, nous, professionnels, que de trajets domicile-travail, alors que dans la réalité, on fait très peu de trajets domicile-travail, et notamment les femmes. Que ça soit qui se retrouvent en situation d'aidante, que ça soit pour conduire des enfants à l'école, pour aller les récupérer à des activités extrascolaires, mais aussi les femmes... plutôt à l'autre côté de la vie, à qui revient la charge d'être aidant. C'est-à-dire, elles sortent du travail, elles vont aller s'occuper d'une personne âgée ou d'un parent qui est en difficulté. Et donc, tout ça, notre offre de transport en commun devient compliquée. Et en fait, c'est comment nous, transporteurs ou collectivement, on simplifie la vie des gens par les déplacements au lieu de leur rajouter 1h30, 2 heures de trajet.
et comment on arrive à enchaîner correctement ces petits trajets du quotidien. Alors, un autre des freins qu'on imagine dans les quartiers QPV, c'est quand même la question de la représentation sociale. Il y a effectivement des freins à la mobilité qui sont matériels, que ce soit la desserte, que ce soit des fois dans les QPV la difficulté à garer un vélo, la difficulté à pouvoir le réparer. Mais aussi, il y a des freins psychologiques, sociaux et culturels qui sont évidents. La peur de l'inconnu, quand je disais apprendre à prendre les transports en commun, ça s'apprend. C'est aussi, on se rend compte que dans ces quartiers-là, les gens font beaucoup de déplacements d'habitude. Ils ont toujours pris le bus, ils continuent à prendre le bus, ils ont toujours pris le métro sur 2 ou 3 stations et ils font ça. Mais il y a aussi une peur à prendre les transports en commun parce que ça me paraît complexe, parce qu'on s'y sent en insécurité, parce qu'on ne sait pas lire un plan et une fois arrivé à l'autre endroit, on ne sait pas comment faire. Bon, voilà. Donc il y a la question de la perception. Il y a aussi une question d'autocensure avec le fait que les transports en commun, le covoiturage, c'est pas pour moi, le vélo, je sais pas en faire, ou je ne suis pas sûre de moi, ou on m'a pas appris. Donc il y a une autocensure sur cette question-là. On sait bien que pour la question des déplacements, il y a un effet je suis. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de vélos à Lille que les gens se mettent au vélo. Et là, il y a tout un travail d'entraînement à faire. Et enfin, la question de l'invisibilité de certains dispositifs. Il faut qu'on arrive à faire connaître à la fois les aides, et donc notre gamme tarifaire, mais aussi tous les outils et les rendre accessibles. Voilà, le calculateur d'itinéraire, les GPS piétons, tout ça, ça vient en complémentarité de l'utilisation des transports en commun, et on se rend compte que c'est des choses qui sont méconnues d'un certain type de public. Alors pour cela, on a notamment développé, on développe 3 types d'actions. C'est la sensibilisation des professionnels de l'emploi et de l'insertion sur les questions de mobilité et d'implication dans le rôle. Je parlais de l'effet d'entraînement, on parle bien que de ce qu'on connaît. Et si les professionnels de l'emploi et de la formation ne sont pas eux-mêmes utilisateurs du réseau de transport en commun, ils ne peuvent pas être prescripteurs de ce réseau, ou en tout cas en être convaincus. Deuxième sujet, c'est toutes les démarches d'aller vers, donc on organise des ateliers mobilité auprès des publics. Et ensuite, on a développé, en lien avec Compétences et Emploi et l'AMEL, une plateforme qui s'appelle Mobilimel. Donc cette plateforme, elle est digitale, puisqu'il y a un site internet qui recense toutes les solutions mobilité qui existent sur la métropole pour les publics en insertion pour accéder à l'emploi et à la formation. Et cet accompagnement, il est aussi physique par des conseillers mobilité qui vont vous accompagner pour faciliter l'accès à l'emploi, pour améliorer votre mobilité. Et l'objectif de l'accompagnement physique, c'est vraiment de faire du sur-mesure pour être autonome dans ses déplacements. Et du coup, une fois qu'on est autonome dans ses déplacements, du coup, on améliore son employabilité puisque on peut chercher dans un périmètre plus large. Alors, on a regardé un peu sur les dernières années, enfin depuis qu'on a lancé le dispositif, quelle était la part de personnes dans les quartiers QPV qui étaient accompagnées. Et donc, on se rend compte qu'au démarrage, en 2021, on en a eu beaucoup. Alors, en 2020, c'était le lancement. On en a eu beaucoup. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu lissé. Parce qu'on n'a pas fait de l'accompagnement en QPV une priorité. L'objectif, c'était de répondre aux besoins de ceux qui nous étaient envoyés par les prescripteurs. Mais ça, c'est peut-être à questionner. Pour favoriser l'accès aux droits, on a fait en sorte aussi qu'il y ait une forme de proximité des permanences des conseillers mobilité. Donc il y a 2 guichets permanents, dont un à Tourcoing qui est dans l'agence Ilévia. Et puis l'autre, il est plutôt basé sur Lille, du lundi au vendredi. Puis ensuite, on a des permanences sur tout le territoire. Et on essaye de répondre aux besoins effectivement des secteurs plus ruraux ou des secteurs qui n'ont pas forcément connaissance, ou en tout cas pour lesquels l'usage du transport en commun n'est pas inné puisqu'ils habitent plutôt éloignés d'une station de métro ou d'un mode lourd. Et plus récemment, alors quand je parle de plus récemment, c'est il y a 3 mois, on s'est installé dans les maisons France Service aussi, et là on y va sur rendez-vous, c'est-à-dire que
c'est les personnes les accueillant dans les maisons France Service qui prennent les rendez-vous pour les conseillers. Et les conseillers, du coup, interviennent dans ce cadre-là sur rendez-vous. Donc je vous parlais des ateliers mobilité qui sont mis en place. Donc là, c'est une démarche d'aller vers, c'est un agent Inevia qui vient donner le premier niveau d'information auprès d'ateliers de groupes constitués auprès des publics. Donc on a une dizaine de personnes devant nous, donc on est capable de faire du conseil individualisé sur la gamme tarifaire adaptée à la situation de chaque personne. Et de présenter aussi l'ensemble des offres et des services qui sont faits par le réseau Inevia. Dans 8 cas sur 10, ça suffit. Enfin, les personnes après sont capables de débloquer leurs droits et d'utiliser le réseau de transport en commun. Et ensuite, je vous en ai parlé, de sensibiliser à la question de la mobilité auprès des publics, des professionnels. On a aussi un dispositif qui a été mis en place, c'est l'agence mobile, qui permet de fournir la même qualité de service que dans une agence commerciale, donc comme à République ou comme à Gare. On vous crée votre carte, on peut vendre le titre de transport, on peut vous conseiller sur le tarif le plus adapté à votre situation. Et là, on est vraiment dans une démarche de aller vers. On essaie d'être présent sur des sites plutôt tout venant, les marchés de villes plutôt rurales. Et là, plus récemment, on expérimente effectivement des présences plus ciblées avec les partenaires qui informent en amont les publics dans les quartiers QPV. Alors quand je dis informe en amont, la difficulté c'est que les gens arrivent à l'agence avec les documents utiles et les bons documents pour créer leur carte et accéder à leurs droits. Parce qu'après, sinon, ça reste comme dans une agence. C'est-à-dire que si on vient une fois et qu'ils arrivent à l'agence et qu'ils n'ont pas le bon papier, dans un cas sur deux, comme à République ou à Gare, on ne les revoit pas une seconde fois. Donc là, il y a vraiment un travail partenarial en amont à développer. Un autre service... Pardon Héloïse, je vais jouer le rôle du méchant. Il te reste environ 2 minutes. Voilà. On arrive sur la fin, je crois. Oui, c'est bon. Après, je profite d'être là pour faire connaître un dispositif qui s'appelle la descente à l'amende, qui a été mis en place depuis 2019 et qui permet à tous les usagers et usagères qui voyagent seuls ou accompagnés d'enfants mineurs de descendre au plus près de leur destination après 22 heures. Alors c'est vrai pour tout le réseau. Après, on pense plus spécifiquement au quartier QPV où le sentiment de sécurité dans l'espace public en soirée pourrait être un frein à l'usage du bus. Parce que, en fait, pas parce qu'on se sent en insécurité dans le bus, mais parce qu'on se sent en insécurité sur l'arrêt de bus et la destination finale. Et dans les secteurs plus ruraux, où la distance entre 2 arrêts de bus peut être un peu longue. Voilà, donc c'est les deux idées qu'on a. Et donc, on a imaginé ce service aussi pour les travailleurs qui travaillent de soirée, la nuit, et qui ont des horaires un peu plus décalés. Alors bien sûr, c'est que jusqu'à 1h du matin, il faut avoir un bus qui passe pas trop loin. Mais on a commencé, par exemple, pour l'expérimentation, on a commencé par les bus qui desservaient le Vieux-Lille, avec des gens qui travaillaient dans la restauration. Voilà. Et on se rend compte que c'est un service qui a ces usagers réguliers, puisqu'on a beaucoup d'étudiants et aussi beaucoup de salariés. Dernière slide, c'est quand même l'enjeu du développement du quartier. Je parlais des représentants, des représentations qu'on avait. On se rend compte que dans les quartiers QPV, le vélo est très peu présent en termes de mode alternatif ou de mode complémentaire à l'usage des transports en commun. Alors que pourtant, c'est un mode de déplacement qui a un atout énorme, puisque déjà c'est très économique. Ça permet de répondre à cette question des horaires décalés. On n'est pas dépendant des horaires de bus. Et puis, ça va partout. Ensuite, on se rend compte qu'il y a d'autres freins que le fait de la représentation. Il y a aussi le faible taux d'équipement des personnes en matière de vélo dans les QPV, le manque d'infrastructures sécurisées, comme tous les gens qui voudraient faire du vélo ou qui se mettent au vélo. La crainte des personnes, c'est de le faire voler et de ne pas le retrouver. Et puis ensuite, il y a un vrai sujet de culture vélo dans certaines zones. Et est-ce que les gens savent faire du vélo dans ces quartiers-là? Donc, nous, on avait, dans le cadre de l'ANRU, on avait développé pas mal de stations véliles que nous, on a appelées stations totem,
dans les quartiers rénovés et QPV. C'est des stations vélides qui n'ont pas très bien fonctionné, mais aussi parce qu'elles ne s'intégraient pas dans un maillage. Voilà. Et après, dans le cadre des accompagnements Mobilimel, on essaie de travailler aussi à la réparation de vélos, aux apprentissages, enfin d'orienter nos personnes vers les stages de remise en selle, les ateliers de réparation. Ça fait partie de la culture vélo. Voilà. Et de travailler avec les personnes à cette intermodalité, parce que la vraie liberté en matière de transport en commun, c'est de pouvoir se dire, ça je le fais à pied, ça je le fais à vélo les jours où il fait beau, ça je le fais en bus plus vélo en arrivant, enfin voilà, c'est aussi toutes ces questions. J'en ai fini. Merci beaucoup, Héloïse, pour ta présentation. Alors, je précise que tout à l'heure, on aura une intervention justement sur la pratique du vélo, hein, comme tu as fini là-dessus, qui montrera un exemple d'initiative pour encourager la pratique du vélo pour se rendre à l'emploi. Alors, je vois qu'on a une question ou une remarque de Nicolas Juste, donc je te laisse la parole, Nicolas. Merci, Judicaël. Oui, je voulais réagir sur les horaires atypiques. On en entend effectivement et souvent parler, et j'ai très rarement vu passer un peu des quantifications de ce que ça représente. Moi, j'avais fait ça il y a très longtemps, et c'est pour ça que je vous livre ce que j'avais vu, mais ça date de 2016, c'était fait à partir de l'enquête de ménage déplacement de 2016, donc ça commence à dater, ça mériterait d'être mis à jour. Où dans le cadre d'une étude pour la MEL, j'avais regardé justement la part des personnes qui travaillaient en horaire imposé ou en horaire atypique, en QPV et hors QPV. Et ce qui ressortait, c'était deux choses. C'est d'abord, c'est que en fait, si on découpe par catégorie socio-professionnelle, en fait, il n'y a aucune différence entre QPV et hors QPV. Il y a autant de gens qui travaillent en horaire atypique en QPV qu'ailleurs. La différence, c'est qu'en fait, ça concerne surtout une catégorie de personnes, c'est les ouvriers et surtout des hommes d'ailleurs. Et comme il y a plus d'ouvriers en QPV, fatalement, on a plus d'horaires atypiques, de gens qui travaillent en horaire atypique en QPV, mais pas parce que c'est un QPV, mais juste parce qu'il y a plus d'ouvriers en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et ça donnait, ouais, voilà, on montait à quasiment 15% de personnes en horaire atypique chez les ouvriers en QPV. Et alors qu'ailleurs, pour les autres CSP, enfin pour les autres CSP, que ce soit en QPV ou ailleurs, on est sur quelques pourcents de la population qui travaille en horaire atypique. Donc ça représentait pas grand-chose, mais il y avait effectivement cette problématique des ouvriers et surtout les hommes, mais quel que soit leur quartier de résidence. Mais ça mériterait d'être mis à jour. Merci. Oui. Merci beaucoup pour ce complément, cette précision qui n'est pas une question directement, mais tu souhaites peut-être réagir sur cette intervention, Héloïse? C'est plus, effectivement, il y a ce sujet des hommes et des horaires atypiques. Après, nous, dans les horaires atypiques, il y avait quand même le sentiment de sécurité plus femmes sur des emplois d'aide à la personne, qui eux aussi nécessitent des horaires atypiques, qui sont parfois desservis quand même, mais qui ne sont pas utilisés parce que on se sent un peu isolé sur un quai de métro à attendre à 5 heures du matin la première rame. Voilà. Donc il y a aussi ça comme frein qu'il faut qu'on travaille et qu'il faut arriver à lever. Merci. Alors, on a une autre question. Alors, je ne sais pas si elle est de François ou d'Isabelle, puisque vous partagez la caméra, mais je vous laisse la parole à l'un ou l'autre. On voulait juste préciser, parce que ça fera l'objet aussi d'un peu de ce qu'on expliquera un peu plus tard, que là, on vient de citer service à la personne, hein, Héloïse vient d'en parler, mais suivant les zones d'emploi, on a aussi d'autres secteurs d'activité qui peuvent être concernés, et je pense plus particulièrement au secteur du commerce, où là, vous allez avoir un public féminin qui va être sur de la mise en rayon dès parfois 4 heures du matin, quoi. Voilà. Et donc, il y a certaines zones qui sont plus fortement concernées qu'ailleurs sur ces métiers-là et sur ces populations-là. Et j'ajouterais aussi pour ma part que le sentiment en fait de sécurité des femmes, il peut être meilleur justement sur un vélo, en horaire en fait à 22h le soir par exemple. Ils seront plus rassurés à vélo que toutes seules à pied en fait en pleine ville. Et ça, on a beaucoup de remontées, pas que des travailleurs, on a beaucoup de remontées qui vont dans ce sens-là, des gens qui rentrent de soirée par exemple, ou de choses comme ça. Il y a effectivement des gens qui disent j'y vais en métro et je rentre à vélo. C'est là un des intérêts du Vélil. Mais si on n'a pas accès au service Vélil, ou en tout cas si on pense que c'est pas pour nous,
c'est pas fait. Et après, moi j'entends le secteur du commerce, c'est la même réponse que pour la desserte des zones d'activité. C'est-à-dire que pendant qu'on parle du boulanger de la rue Gambetta qui arrive à 5 heures du matin, qui est en apprentissage et qui n'a pas de métro, enfin, le réseau de transport en commun, parlons déjà de tous les vendeurs qui commencent à 10 heures et qui eux peuvent venir en métro. En fait, euh, effectivement, il y a ces cas qui sont aux franges de la desserte de transport en commun sur lesquels il y a une solution alternative à trouver. Le vélo en est une, mais pas d'autres. Mais après, il y a aussi tout le travail de ceux qui sont très bien desservis et qui, du coup, par effet d'entraînement, ne font en voiture. Enfin, voilà. Oui, notre La rue propos n'était pas Gambetta, de. enfin, j'en ai parlé avec la ville de Lille, c'est pour ça que je le cite, mais rue Gambetta, il y a un sujet commerçant, on le sait, c'est quand même très bien desservi. Et oui, il y a un boulanger qui a son apprenti qui ne peut pas venir en métro, mais c'est pas pour autant qu'il faut renoncer à l'usage des transports en commun pour tous les autres. Voilà. Alors, on va prendre une toute dernière question liée à cette intervention de Robin Herlet pour la ville de Roubaix. Et on passera ensuite à la troisième intervention. Je vous laisse la Oui, parole, Robin. merci. Sur la question du vélo, nous, alors c'est probablement à vérifier derrière avec des chiffres, des statistiques ou des études, mais en tout cas, on a pas mal de remontées d'habitants des QPV, notamment des jeunes, qui sont pas du tout intéressés par le Vélil ou même l'acquisition d'un vélo personnel pour eux. Mais par contre, on a pas mal d'usages sur les vélos Lime euh, en free floating. Alors la raison, je sais pas trop. C'est un peu dur à dire. Il y en a qui nous ont dit que c'était parce qu'ils étaient plus beaux Ouais, que c'est les stylé. Vélib. Alors, Euh, je précise juste comme dans le public, on n'a pas que des gens qui sont sur la métropole lilloise, hein. Les vélos Lime, ce sont des vélos à assistance électrique qui sont en free floating. Voilà. Effectivement, il y a ça aussi peut-être qui joue. Bon, voilà, je n'ai pas plus d'infos sur le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous remonte souvent et qui mériterait peut-être d'être creusé pour un peu comprendre pourquoi chez nous, en tout cas, ça se oriente plus vers les vélos Lime. Enfin, ça, on l'a constaté. Enfin, c'est ce que je mettais dans ma dernière slide, hein. C'est un vrai sujet, mais on l'a aussi quand on fait les diagnostics mobilité dans les établissements scolaires, dans les lycées. On a une différence à Lille, on a une différence de réponse sur le vélo entre ceux qui sont en filière générale et ceux qui sont en filière professionnelle. Dans les quartiers, sans caricaturer, le dernier des nazes, il est à vélo. Alors que vous êtes dans le centre-ville de Lille, tout le monde roule à vélo et euh, voilà, les enfants et les jeunes, dès qu'ils ont 14 ans, il leur faut un abonnement Vélib pour faire comme les copains. Et ça, c'est quelque chose, enfin, c'est ce que moi je marque dans le côté un peu culturel et d'accès à ces services-là. C'est comment on change l'image du vélo euh, auprès de ces publics et comment on le rend utile et accessible. Voilà. Donc on est effectivement beaucoup aussi sur une question de représentation, hein, par Ouais. rapport aux différents modes de déplacement. Et je me souviens en préparant la réunion, Héloïse, hein, que tu avais évoqué le fait que cette représentation, elle était à travailler aussi chez les travailleurs sociaux, parfois par rapport à la pratique du vélo notamment. Alors, je vous propose qu'on passe à l'intervention suivante pour pouvoir rester dans les temps. Alors, je suis désolé, Nicolas, je vais créer de la J'en ai frustration, pour une mais peut-être minute, qu'on aura un petit 30 temps secondes. d'échange sur la fin du webinaire pour revenir sur l'ensemble des sujets. Je vais passer la parole à Aurélie Baudequin de Partenaire Habitat pour avoir justement la vision côté bailleur social et voir comment la question de la mobilité décarbonée est aussi prise en compte, notamment via une expérimentation là, sur la question de l'autopartage en logement social. Là, je vous laisse la parole, Aurélie, et je vous laisse partager votre diaporama. Merci. Je vais m'essayer tout de suite à l'exercice du partage. Je vous demande quelques secondes. C'est bon, on l'a bien à l'écran.
Vous l'avez bien en plein écran? Oui, tout à fait. Bon, parfait. Voilà, je me présente Aurélie Botquin, je suis expert innovation chez Partenaire Habitat. Donc Partenaire Habitat, c'est l'office public de l'habitat du département du Nord. Donc c'est notre collectivité de rattachement et donc on est présent sur tout le département, euh, tout le territoire, hein, qu'il soit urbain, périurbain ou rural, et également sur l'arrondissement de Saint-Quentin. On représente à peu près 56 000 logements, pour vous donner un ordre d'idée des clients locataires qui sont hébergés chez nous. Donc moi, je vais vous présenter un petit retour d'expérience sur une expérimentation qu'on a fait qui s'appelle projet Groupé 4.0, qui était du coup l'occasion pour nous d'expérimenter, entre autres, un service de mobilité partagée dans le logement social. Alors, cette expérimentation, s'inscrivait dans un cadre un petit peu plus global pour imaginer les modèles énergétiques de demain et optimiser l'efficacité énergétique de nos bâtiments. Mais dans le cadre de ce projet, donc, on a mis en place notamment un véhicule électrique en autopartage qui permettait justement d'outiller un petit peu le dispositif. Et donc, ça a été l'occasion pour nous de tester et d'équiper nos locataires en termes d'écomobilité et notamment via le véhicule électrique, puisque on a identifié que chez nos locataires, le véhicule électrique était très peu présent et ça fait partie effectivement des cibles qui ont peu accès à ce type d'alternative. C'est l'occasion donc pour nous de leur mettre à disposition ce mode de déplacement alternatif et de voir un petit peu comment est-ce qu'ils pouvaient s'approprier cet usage. Donc, euh, une des opportunités pour nous, c'était de faire appel à un service d'accès aux véhicules partagés pour le mettre à disposition. Ce projet, donc Groupé 4.0, c'est un projet qui a été soutenu par l'Union européenne, par la région Hauts-de-France et par l'ADEME. Et c'est un projet partenarial puisque se sont associés à nous pour expérimenter cet usage, les chercheurs des arts et métiers. On a également les fournisseurs d'énergie comme EDF, gestionnaire de réseau Enedis. Et puis, donc, la coopérative Cities, hein, qui est l'opérateur d'autopartage qui nous a mis à disposition ce véhicule, et également le MEDE. Donc, c'est également un projet qui a pris place au niveau de notre siège, notre nouveau siège, et c'est un ensemble immobilier qui est mixte et qui, entre autres, héberge un bâtiment composé de 50 logements collectifs. Donc, l'origine du projet, comme je l'ai dit, c'était de travailler sur l'optimisation énergétique du bâtiment. Donc, en gros, le projet comporte une installation photovoltaïque qui permettait de produire de l'énergie électrique d'origine renouvelable pour alimenter le véhicule électrique grâce à une borne. Donc, il y avait également, dans le cadre du bâtiment, les parties communes et les appartements qui desservaient les locataires, et donc le véhicule électrique en autopartage qui permettait de bénéficier aussi d'une énergie renouvelable. J'ai oublié de dire également que ce projet s'inscrit du coup dans une démarche plus globale de transition environnementale et de transition environnementale plus juste, puisque le projet est labellisé REV 3. Il a bénéficié d'un trophée REV 3, d'où la partie efficacité énergétique et comobilité. Le projet a bénéficié également d'un accompagnement en termes de trajectoire
modèle économique, avec une étude économique, et également d'un accompagnement autour de l'usage de cette nouvelle pratique, avec une étude sociale et l'accès à toutes les données d'utilisation du véhicule mises à disposition par Cities. Ce nouveau service que nous avons mis à disposition, il découlait aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, du constat qui était fait de l'exposition à nos locataires à notamment un problème d'accessibilité à la mobilité électrique et aussi, en double constat, l'exposition à la précarité énergétique. Donc, ça nous a permis de travailler sur les deux volets pour essayer de trouver des pistes de gains de pouvoir d'achat en agissant donc sur différents leviers, la réduction des consommations énergétiques et l'augmentation du pouvoir d'achat. Je l'ai cité tout à l'heure. Ce service, ce nouveau service, cette mise à disposition de nouveaux services, on a voulu voir un petit peu comment est-ce qu'il pouvait permettre à nos locataires d'imaginer, de se dessaisir de l'accès aux véhicules partagés et donc de toutes les contraintes et les frais qui en découlent, la location d'un emplacement de stationnement, l'assurance, l'entretien, le carburant, les réparations, etc. Et il s'inscrit du coup dans le renforcement de l'accès à une mobilité un meilleur accès à une mobilité bas carbone et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça permettait également de favoriser une certaine innovation sociale puisque on n'a pas l'habitude de mettre à disposition des services partagés et donc c'est les accompagner vers la transition vers un nouveau modèle qui est un modèle plutôt de mutualisation des biens et des services et d'un modèle plutôt d'une société de partage en alternative à une société de propriété qui coûte de plus en plus cher. Donc, essayer de les interroger sur quel est leur besoin en termes de mobilité et adapter les réponses au plus juste de leurs besoins en ayant un usage plus raisonné du véhicule individuel et plus sobre et en complément de solutions alternatives de mobilité alternative avec tous les accès de transport public qu'il peut y avoir à disposition, notamment au niveau de cet immeuble. Il s'inscrit dans un quartier prioritaire de la ville. Il est situé pas très loin de la porte de Valenciennes, rue de Cambrai. Oui, rue de Cambrai. Et donc, il a à disposition un certain nombre de modes de transport alternatifs, qui est le métro, le bus, les Véliles et la station de train à proximité. On a donc, comme je l'ai cité, été appuyé dans l'étude de cette pratique, de ce nouvel usage par le bureau d'études Sociotopie, spécialisé dans les sciences sociales, qui a été fondé par Maya Leclerc et également épaulé par Mathilde Paulet. Et donc, dans le cadre d'un appel d'offres, hein, évidemment, avec un cahier des charges précis qui devait déterminer justement, comme le disait Héloïse, les représentations sociales et les perceptions que pouvaient avoir nos locataires de ces nouveaux usages, à la fois ces nouveaux usages en termes de consommation d'énergie, puisqu'on travaillait sur l'efficacité énergétique globale à l'échelle du bâtiment, mais aussi leurs habitudes de déplacement et les propositions de transition environnementale, de solutions qu'on leur proposait au niveau de la transition environnementale. Donc, ils ont questionné nos locataires pour saisir un petit peu leur perception, les points clés, les points bloquants vis-à-vis de l'utilisation de ce nouveau service et leur degré de connaissance et de satisfaction, également les points bloquants, pour essayer de lever les freins et de démocratiser ce type de nouveaux usages. L'étude a duré un peu plus d'1 an. Elle a été du coup
développé en 3 phases. Donc, une première phase exploratoire qui permettait de voir un petit peu l'état de l'art et du développement de ce type de service et cadrer le besoin des parties prenantes sur cette étude. Une deuxième partie très intéressante qui a consisté à mener des entretiens avec les locataires et en entonnoir à identifier les locataires, utilisateurs ou intéressés dans la démarche avec 10 entretiens plus semi-directifs. Et enfin, une phase participative sous forme d'atelier pour essayer de voir un petit peu quels étaient les freins et quelles pouvaient être les pistes d'amélioration de solutions pour développer le service. Pour détailler un petit peu plus ce service, il consistait donc dans le cadre de cette expérimentation à la mise à disposition d'un véhicule électrique qui était une Nissan Leaf. On n'a pas eu beaucoup de choix du véhicule électrique puisqu'il devait se combiner à notre démarche d'optimisation énergétique dans le cadre du bâtiment. Donc, on a mis en place une borne spécifique qui était une borne bidirectionnelle et le véhicule devait s'adapter à cette borne. À l'époque du projet, même encore maintenant, il n'y a pas beaucoup de véhicules compatibles. Ça a pu être un frein dans cette expérimentation puisque l'adéquation du type de véhicule par rapport aux besoins des usagers est importante et ce véhicule était un peu surdimensionné par rapport aux besoins de nos locataires. Il était également stationné on a composé avec ce qui existait sur site, donc dans une place de parking réservée dans la résidence. En aparté, ça permet aussi de travailler sur la quantité de places de stationnement disponibles. On était très limite très juste en termes d'espace foncier et un emplacement de stationnement de véhicules partagés permet de restreindre un petit peu le nombre de places de stationnement qu'on met à disposition des locataires, puisque c'est une solution qui peut être utilisée par plusieurs locataires. Et enfin, c'est un véhicule qui est réservable à la demande à partir de 1 heure tout au long de la journée. On a également développé une tarification spécifique pour cette expérimentation, particulièrement sociale, et puis bénéficier effectivement de toute l'assistance et le service mis à disposition par Cities avec sa plateforme de réservation sur smartphone, sur Internet, et puis les services d'entretien, de nettoyage, de réservation en ligne, la prise en charge du carburant dans le service, la télématique embarquée, les assurances, etc. J'interviens juste, Aurélie, pour vous indiquer qu'il vous reste environ 3 minutes sur la présentation. Voilà, comme je vois qu'il y a aussi une partie Il y a 3 slides conclusion, en encore. fait. Voilà, c'est ça. On va y aller rapidement. Merci. Donc, sur le retour d'expérience de cette utilisation, il est un peu mitigé. On constate une utilisation un peu timide du service, mais en tout cas un intérêt pour la mise à disposition de ce nouveau service assez affirmé, une curiosité affirmée de nos locataires. On peut même dire un intérêt croissant puisque le nombre de demandes à l'utilisation du service s'est accru même une fois que l'expérimentation était terminée, avec un regret qui n'est pas pu durer plus longtemps. On a à peu près 10% de l'immeuble, donc de nos locataires qui se sont inscrits, avec 37 locations, 600 km parcourus, 77 heures d'utilisation. Voilà, et particulièrement 3 principales familles qui ont utilisé le service parce que pour les autres, on a identifié un certain nombre de freins et de facteurs justement qui venaient entraver un petit peu l'utilisation du service. Parmi eux, des facteurs qui sont plus intrinsèques à l'individu, donc leur niveau d'équipement en termes de mobilité, l'aisance avec ce nouveau type de véhicule, notamment c'est un véhicule électrique avec une boîte automatique qui freinait un peu l'usage. Il était encore moins démocratisé qu'aujourd'hui. La composition des ménages,
composition socio-professionnelle des ménages, leurs expériences liées à la mobilité, leur représentation et perception de ces services et ces modes de déplacement. Et puis, un certain nombre de freins qui sont plus liés au bâtiment ou à l'accessibilité, notamment le fait que c'était un parking souterrain, ça a freiné un peu l'usage, la visibilité du service, l'accès et l'articulation avec les autres modes de déplacement alternatifs. Et puis, la communication, bien qu'on ait fait beaucoup de communication sur ce service, mais ça nécessite beaucoup de travail de sensibilisation, de démocratisation de cette connaissance. Et puis, on a essayé aussi de travailler sur des accompagnements à une première mise en main, avec un rendez-vous de prise en main du véhicule, une démonstration du véhicule, etc., pour lever ces freins et ces craintes qu'ils ont pu avoir avec ce véhicule. Donc là, je parlais des leviers, justement. Il y avait aussi des freins et des leviers. Il y avait aussi un frein qui était au niveau de l'autonomie du véhicule électrique. Mais ça, c'est une donnée qui va être très variable à l'avenir, puisque au niveau technologique, l'autonomie des véhicules électriques devrait fortement s'améliorer. Et puis la connaissance aussi de l'appréhension de ce risque devrait se réduire aussi. On a eu aussi quelques craintes, quelques freins sur la disponibilité du véhicule. Alors, on avait mis sur ce site un seul véhicule à disposition par contrainte. L'idéal, c'est d'avoir une flotte qui tourne. Et puis, on est également sur un échantillon trop faible. Donc, dans les suites du projet et la réplicabilité, on souhaite le tester à plus grande échelle dans le cadre vraiment d'un développement à l'échelle du quartier et vraiment en articulation avec d'autres modes de transport. Par contre, effectivement, ça permet de créer du lien entre les résidents. Ils le perçoivent comme une véritable opportunité, comme un accès à une offre moderne, un véhicule moderne et des services auxquels ils n'ont pas l'habitude d'avoir accès. Ils le voient aussi comme une possibilité de réduction des coûts ou des charges liées au véhicule, mais le passage au changement est quand même difficile. Et puis, donc l'affranchissement des contraintes liées au coût de stationnement, au coût de réparation, d'entretien, d'assurance, etc., est un point fort pour ce service. En conclusion, je dirais qu'on a fortement besoin de travailler à développer ce type d'offres alternatives et complémentaires, effectivement, des autres offres avec les collectivités locales. Il faut que ça s'intègre vraiment dans les politiques de mobilité locale. On a besoin aussi, pour ce service, à bénéficier de financements publics pour justement permettre un côté abordable du service auprès des locataires. Également un soutien en termes de montage et d'adhésion au service par les utilisateurs. Le modèle économique est encore à trouver en termes de réplicabilité. Et puis, mais il faut aussi essayer de simplifier le dispositif, le rendre plus facile pour permettre à plus d'utilisateurs d'y avoir accès. Enfin, ça peut être un bon levier aussi de transition environnementale et d'accès plus juste à ces alternatives. Et pour amplifier ces initiatives, voilà, rien de tel qu'un travail collaboratif et un engagement commun sur ces nouveaux modes. Merci Aurélie pour ce retour d'expérimentation, plus que d'expérience, hein, parce que c'est important de rappeler que c'était une expérimentation qui touche vraiment à des nouveaux usages, à la fois sur le véhicule électrique, la mobilité partagée. Et c'est vrai que c'est pas des choses qui sont simples à mettre en place du jour au lendemain. Et c'est intéressant d'avoir ce retour sur l'expérience que vous avez pu mener. Alors, on a le temps de prendre une seule remarque ou question pour pouvoir laisser le temps aux derniers intervenants. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir?
Non, pas de questions pour le moment. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, toujours à utiliser le chat, s'il y a des questions pour Aurélie, et on pourra y revenir sur la suite du webinaire. Donc, merci à nouveau Aurélie. Je vais passer la parole à François et Isabelle pour la dernière intervention du webinaire, où là, on va avoir un retour d'expérience sur une action menée vers des habitants de quartier politique de la ville à Los, avec des circuits à vélo qui ont été proposés vers les zones d'emploi. Donc, je vais partager mon écran pour que vous ayez la slide, François et Isabelle, mais vous pouvez Ouais, dès à présent prendre la parole. ça marche. Bien, bah, bonjour à tous. Donc moi, François Decherme, donc je suis le créateur du collectif Cycliste à l'os. C'est un collectif qui a démarré il y a 3 ans. C'était à l'occasion de Mai à vélo. L'objectif, en fait, c'est d'inciter la population à se mettre ou à se remettre en selle, et de montrer que on peut se déplacer d'un point A à un point B sans forcément utiliser les grands axes de circulation, mais de passer sur des axes qui sont plus sécurisés. Je dirais que par rapport à ça, j'ai été aussi en contact avec la ville de Los, qui me faisait part en fait d'un besoin de cyclistes, enfin, de personnes qui n'ont pas forcément accès au transport en commun parce que, par exemple, on l'a expliqué tout à l'heure, il y a des horaires atypiques, par exemple, ou des gens qui s'imaginaient que d'aller de Los à, par exemple, la zone d'Anglo ou au CHR, ça pouvait être loin. L'idée, c'était de monter un projet euh, pour les accompagner en fait dans cette démarche. Et donc ça, c'était donc un besoin exprimé aussi avec Isabelle de France Travail, parce qu'il y a pas mal de demandeurs d'emploi qui n'ont pas accès à cette mobilité et qui ne pouvaient pas forcément répondre en fait à une offre d'emploi. Et donc la solution vélo permet d'y répondre. Voilà. Pour compléter les propos et l'introduction de François, donc bonjour, moi je suis Isabelle Kempener-Schmechek, je suis la directrice de l'agence France Travail de Bourdin. Et donc, en fait, notre rencontre, favorisée par la ville de Lens, vous l'avez compris, elle vient aussi du constat que sur notre territoire, alors le territoire que couvre l'agence France Travail de Bourdin est un territoire déjà très large, qui est un territoire à la fois urbain, puisqu'on va avoir par exemple la commune de Los, mais vous avez aussi des territoires plutôt ruraux et on couvre un territoire qui va jusqu'à la zone de la Bassée. Mais là, en l'occurrence, notre réflexion, elle était autour de la commune de Los. L'idée de départ étant un constat de départ, qui était de se dire qu'on a plus de 1200 demandeurs d'emploi qui sont inscrits rien que sur la commune de Los. C'est à peu près 300, un peu plus de 300 en quartier prioritaire de la ville. Chez nous, on a 2 QPV sur Los, qui sont le quartier des Oliveaux et le quartier Clémenceau. Sur ces un peu plus de 1200 demandeurs d'emploi, il y en a à peine un peu plus de 490 qui ont une voiture. Et on sait très bien, nous, quand on a ces données-là, une voiture, en plus, que c'est pas parce qu'on a une voiture qu'on a une assurance, et c'est pas parce qu'on a déclaré qu'on avait une voiture qu'on a encore le permis. Voilà, il faut minorer ce chiffre de 490 en plus. On avait aussi un constat dans les échanges qu'on avait avec les demandeurs d'emploi qui était qu'en fait, euh, le demandeur d'emploi s'imagine que les zones d'emploi de notre territoire sont inaccessibles pour lui autrement qu'en voiture. Vous l'avez dit, ça a été dit par Nicolas, par exemple, sur la population QPV. On est sur des emplois qui ne sont pas forcément des emplois qualifiés, qui sont les emplois que recherchent ces personnes. Et du coup, on avait des populations qui, s'imaginaient pas qu'elles pouvaient y aller autrement qu'en voiture ou en transport en commun, mais 2, pour lesquels les transports en commun n'étaient pas forcément possibles, même si on a un réseau de transport en commun qui est bien fourni. Je réponds tout de suite à l'argumentaire que pourrait me donner Héloïse. Non, le réseau de transport en commun, il est hyper fourni. Mais
quand on doit aller encore une fois sur la zone d'Anglo à 3 heures du matin, sur le port de Sante à 4h30, il n'y a pas forcément le transport en commun qui est là pour ça. Et on sait très bien qu'il n'y aura pas de réseau de bus qui va se mettre en place, puisqu'il faudrait qu'il y ait plus d'emplois disponibles pour que. Enfin bref, ce qu'a expliqué tout à l'heure aussi Héloïse. Donc ça, c'était une première action. C'est pas parce qu'il y a des transports en commun, c'est pas parce que c'est pas loin, mais dans leur tête, ces populations-là, peut-être un petit peu plus éloignées d'emploi qu'ailleurs, elles sont pas forcément prêtes elles s'imaginent pas prendre le vélo. Voilà. Pour elles, il y a un frein à l'emploi qui est la mobilité et point, et ça s'arrête là. Donc il fallait travailler quelque chose. En face de ça, on a des employeurs aussi qui nous disaient, OK, moi je veux bien recruter monsieur X ou madame Y sur ma mise en rayon à Auchan à 3h30 du matin, mais je sais très bien par expérience que comme il n'a pas de voiture, il ne sera pas là. Donc il fallait aussi rassurer les employeurs sur la possibilité de venir autrement que en voiture ou arriver plus, enfin devoir adapter les horaires pour qu'ils arrivent plus tard avec les transports en commun. Du coup, voilà, ce projet, il est né de ça. Ce qu'on a mis sur notre diapo, c'est une belle rencontre parce qu'en fait, c'est vrai, hein, voilà, on s'est dit, mais on a quelque chose à faire ensemble. Il faut, ce que je veux dire par là, c'est que souvent ces projets-là, c'est aussi l'affaire de bonne volonté. Et puis à un moment, voilà, les planètes s'alignent et puis on se dit qu'il y a des choses à faire. Voilà. Puisque nous, France Travail, l'institution France Travail, on y est et oui, on a mis en place une prestation, on va vous l'expliquer juste derrière, mais il faut tout de suite dire que l'association Cyclistes à l'os, c'est une association. Donc là, on est sur des personnes qui prennent de leur temps pour pouvoir développer ce projet. Ouais. Donc l'idée c'était ça, on avait le projet, mais c'était surtout comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre tous ensemble, parce que il faut des vélos. Il y a l'aspect aussi juridique, hein, les assurances, enfin toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi ensemble aussi sur la démarche. Donc et France Travail, hein, donc par l'intermédiaire d'Isabelle, on portait le projet. On s'est aussi donc associé avec la Fabrique de l'Emploi, donc pour dire de vraiment rester sur le territoire de l'Os. Donc Fabrique de l'Emploi, ils ont un atelier vélo donc qui a pu travailler sur le prix de vélo et aussi faire la partie formation. Hein, donc au déroulement d'une journée, en fait, c'est que il y a le public de demandeurs d'emploi donc qui est ciblé par rapport en fait aux employeurs et au bassin d'emploi qu'on va visiter. Et au matin, donc, il y a une formation donc, qui est sur la sécurité donc, du vélo, savoir se déplacer en sécurité, un peu de signalisation, code de la route, et aussi quelques opérations de mécanique vélo, hein, pour dire de savoir simplement regonfler son pneu, faire ses contrôles, vérifier la chaîne, vérifier les freins. Ça, c'est sur le matin. Et l'après-midi, donc on les emmène. Donc, on fait un départ à 13h30 en général de l'os et on va donc. Alors, la première, ça a été donc, sur le territoire de la zone d'Anglo. La deuxième fois, donc, avec le succès de l'année dernière, donc, on l'a reproduit ici le mois dernier sur Sante. Hein, on a visité plusieurs entreprises avec les demandeurs d'emploi. Voilà, l'idée, c'était vraiment de cibler les zones d'emploi de notre territoire. Sur notre territoire, on a 4 zones d'emploi, en tout cas en proximité de l'Os. Donc, c'est la zone commerciale d'Anglo, le port de Sante, la zone Aura Santé et la zone d'activité d'Allen des Aubourdins. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, sur diverses opérations, faire découvrir aux demandeurs d'emploi à vélo ces différentes zones. Sur place, ils ont l'opportunité de rencontrer des employeurs et plus 6 affinités, et c'est ce qu'on va vous dire juste après. Peut-être juste vous préciser que donc, il s'agit bien d'une prestation qu'on a montée, hein, qu'on a achetée nous auprès de la Fabrique de l'Emploi. La Fabrique de l'Emploi a répondu présent quand on les a sollicités, hein, puisqu'en effet, il y avait l'atelier, puisqu'en effet, il y avait de la matière sur place pour qu'on puisse monter le projet, mais pour autant, ils ont répondu favorablement à ce projet. Il a fallu donc, pour monter ce projet, que nous, on sécurise un certain nombre de choses. Il fallait absolument que l'action soit encadrée, et c'est là où
François et ses collègues de l'association encadrent le dispositif le jour de l'événement. Il fallait absolument que les vélos soient assurés, donc, en passant par la Fabrique de l'Emploi et son atelier. Ils nous prêtent des vélos et donc forcément les vélos sont assurés. Il fallait qu'on dispose des équipements nécessaires. Vous le voyez sur les photos, bien évidemment tout le monde est casqué, bien évidemment tout le monde porte un gilet jaune et les demandeurs d'emploi savent qu'il n'est pas question de faire autrement, enfin ils auront un casque, même si certains ont fait le choix, par exemple à la deuxième édition, de venir avec leur propre vélo. S'ils n'avaient pas de casque, on leur a prêté un casque. Il y a vraiment ce côté sécurité qui est pris en compte. Et pour que, si jamais il se passait quelque chose d'ailleurs, l'assurance de France Travail, puisque, encore une fois, c'est une prestation qu'on a achetée, se mette en place. On leur fait même signer un formulaire avec leurs coordonnées, voilà, pour qu'il n'y ait pas de souci derrière. Donc, la prestation fonctionne que si c'est sécurisé, que si le volet sécurité il est pris en compte, et puis avec la bonne volonté des différents partenaires. Ouais, tout à fait. Donc les remarques qu'on a eues en cours de sortie, c'est vrai que les demandeurs d'emploi s'imaginaient que c'était loin d'aller faire 20 minutes à vélo. Et souvent, une fois qu'on est arrivé sur place, la réaction qu'on a, c'est «Ah, on est déjà arrivé». Et c'est vrai que ça a été très bien perçu par les employeurs. Exactement. Ouais. À tel point, pour vous dire que c'est une action, bien évidemment, il faut que ça ait des retombées. Et ça a des retombées. Voilà. Donc, on a déjà mené 2 actions. Une première action en fin d'année dernière, on était ambitieux, il faisait un peu frais, mais ça montrait aussi qu'on peut aussi faire du vélo en dehors que durant l'été. Et une deuxième action qui s'est déroulée là à la mi-mai. Sur la première action, alors ce sont des actions de dentelle, l'idée, c'est pas de déplacer 50 demandeurs d'emploi en même temps. Nous, ce qu'on vise, c'est 10 demandeurs d'emploi en même temps. Donc, sur la Pardon, première je vais vous interrompre juste pour vous dire qu'il est bientôt midi. Je vais vous demander d'avancer vers la conclusion, s'il vous Eh plaît. ben, Je suis on y désolé. arrive, puisque l'idée, c'est Merci. de vous dire les résultats. Donc, on a eu sur la première édition 2 personnes qui ont repris un emploi dans la foulée. Et sur la deuxième édition, on est sur 3 personnes. Puisque l'employeur, il est sécurisé, puisque il voit que la personne, elle va pouvoir venir à vélo. Il voit qu'il n'y aura pas de problème d'horaire. Il est plus enclin à lui donner sa chance, même s'il n'est pas véhiculé. En tout cas, là, sur l'édition du port de Sante, dans la foulée, il y a 2 immersions qui ont été mises en place. Il y a 2 personnes qui ont démarré un contrat. Ça permet aussi, même si le demandeur d'emploi ne rencontre pas d'entreprise qui va faire son bonheur, ça permet de le redynamiser, puisqu'on a aussi, là, sur l'édition de la mi-mai, une personne qui a été redynamisée grâce à cette journée d'action et a repris un CDD dans la foulée qui a suivi. Et puis, alors, pour l'anecdote, parce qu'on s'était dit qu'on allait vous garder, on a même une de nos collaboratrices, nous, puisqu'on a des collaborateurs qui vont aussi sur le vélo, qui accompagnent les demandeurs d'emploi, elle a acheté son vélo à la fabrique. Donc, voilà, c'était des réussites de tous les côtés. Peut-être vous dire aussi que donc on a prévu 4 sessions au cours de l'année. Donc là, on en a déjà déroulé une. On a une qui est prévue le 3 juillet avec là l'idée d'aller sur la zone de rasanté, et on en aura 2 autres sur le dernier quadrimestre. Voilà, on a fait aussi vite qu'on a pu. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir pressé, mais c'est pour De pouvoir bien. tenir les délais. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Vous finissez sur une note très positive avec des retours concrets de personnes qui ont donné suite à vos actions. Alors, je voudrais juste préciser que c'est vrai que je me rends compte qu'on a des acteurs qui sont beaucoup sur la métropole lilloise ce matin, et que du coup, pour les personnes qui sont sur d'autres territoires, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations de collectifs de cyclistes qui sont proches de chez vous, que vous pouvez identifier notamment en vous appuyant sur le site du réseau de la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette. Je vous mettrai après le lien dans le chat. Voilà, vous avez des associations de cyclistes proches de chez vous, des ateliers de réparation sans doute pas très loin de chez vous, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ces acteurs-là. Donc, du coup, pour favoriser d'autres belles rencontres. Et juste avant de prendre des questions, s'il y en a, je vais
juste avant, vous indiquez la suite du cycle au cas où des personnes devraient nous quitter à midi. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Oui, Oui, merci. Alors, juste pour vous indiquer que toujours sur ce sujet de la mobilité dans les quartiers politiques de la ville, on organise une rencontre à Arras le 23 septembre en partenariat avec l'IREV, la communauté urbaine d'Arras et plusieurs partenaires dont Réseau Vélo et Marche, Rue de l'Avenir, CAUE. Voilà, j'ai peur d'en oublier. Donc vous allez bientôt recevoir l'invitation comme vous l'avez eu pour le webinaire de ce matin. Donc là, on sera vraiment sur du présentiel et sur une journée complète, l'idée étant d'aller voir des choses sur le terrain et d'avoir des ateliers de réflexion. Et toujours en lien avec le webinaire de ce matin, le prochain webinaire qu'on imagine sera après l'été, donc une date qui vous sera précisée, et où le sujet, ça sera de voir comment un territoire s'adapte pour accueillir des emplois de manière massive. Voilà, je pense à des exemples comme l'installation de Gigafactory, le canal Seine-Nord, ou voilà, sur des échelles parfois moins importantes, mais quand on a beaucoup d'emplois qui arrivent sur un territoire, bah, comment on fait pour que les gens puissent postuler à ces emplois sans avoir de soucis de mobilité. Donc voilà, ce sera le prochain sujet. Et sur notre site, vous pouvez retrouver l'ensemble des replays, diaporamas, des webinaires précédents. Voilà, je voulais juste passer cette diapo avant de laisser la parole aux questions ou aux remarques s'il y en a. Donc, à la fois sur la présentation Cyclistalos et France Travail, est-ce qu'il y a des questions ou peut-être aussi des questions sur les autres présentations qu'il y a eu ou de manière globale sur le sujet qu'on a abordé ce matin? Voilà, vous pouvez poser la question directement hein, sans passer par le chat, si c'est ça. Non, bon. Visiblement, on n'a pas de remarques ou de questions complémentaires. Voilà, on s'était engagé à finir le webinaire à midi. On dépasse très légèrement. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants qui étaient parmi nous ce matin pour leur partage d'expérience. C'était, je trouvais très intéressant les présentations que vous avez pu faire et qu'on partagera avec l'ensemble des participants. Voilà, je m'excuse s'il y a dû y avoir un peu de frustration parfois en faisant accélérer sur vos présentations. Et dans l'envoi qu'on vous fera du diaporama, on mettra les contacts des intervenants si vous souhaitez aussi avoir des retours directement vers les expériences ou les études qu'ils ont pu présenter ce matin. Voilà, et je remercie tout le groupe de travail aussi qui s'est mobilisé pour mettre en place ce cycle de webinaires, dont celui d'aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à bientôt. On vous tient au courant dès que les prochaines dates se fixent pour les webinaires suivants. À bientôt. merci beaucoup pour cette Merci invitation. beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Belle journée. Salut. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.